J'espère que vous nous entendez. Je pense que je vais avoir la possibilité d'ouvrir les micros avant que nous commencions. Je vous laisse tous ouvrir éventuellement vos micros, juste pour m'assurer que vous m'entendez correctement. Bonjour. Bonjour. On va attendre encore juste 2-3 minutes, le temps que tout le monde se connecte. Et ensuite, nous commencerons. Bonjour. Bonjour. On voit pas, elle voit pas les lunettes. Alors, le temps que tout le monde arrive, je vous informe que nous couperons tous les micros avant de commencer, de manière à ce que vous puissiez m'entendre facilement et que voilà, nous ne soyons pas trop gênés par les bruits environnants. Concernant les questions que vous pourriez avoir pendant la présentation, je vous laisse soin de les poser par écrit. Vous verrez mon collaborateur Clément qui est avec nous, nous lira les questions et comme ça nous pourrons y répondre à la fin. Okay. Et à ébranler nos propres rationalités, tandis que l'optimisme consubstantiel à la vie conduit à s'accrocher à chaque espérance naissante. Dans ce moment où l'impatience est la traduction du désir de vivre, il nous faut admettre la part ignorante de tâtonnement, il nous faut reconnaître que les clés de cette crise s'avancent pour. Clément, je te laisserai le soin de couper les micros de tout le monde après, s'il te plaît. Pas de souci. Merci. Alors, je pense que nous allons pouvoir commencer. Clément, il y a en plein écran, je ne visualise pas les questions. Je vois qu'il y a des questions qui sont posées, mais je ne visualise pas les questions. S'il y a besoin, je veux bien. Oui. Pas de souci. Ok. Par contre, c'est ce que je te disais par mail, il faut que j'ai la main pour pouvoir couper les micros si tu le souhaites. D'accord. Normalement, je t'ai mis haute, donc tu devrais pouvoir... Ou alors, c'est moi qui vais les couper. Ouais, non, c'est à toi. Ce sera peut-être plus simple. Ouais, c'est à toi de les couper. Alors, parfait. Donc, j'ai coupé les micros de tout le monde et nous allons pouvoir commencer. Alors, bonjour à tous pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés il y a quelques minutes. Je suis écoutez, ravie de vous présenter ce premier module qui porte sur l'orthokératologie, donc niveau 1. Et écoutez, nous aurons l'occasion également
de parler du niveau 2 jeudi si vous le souhaitez, et également du thème sur le contrôle de la myopie demain. Pour commencer, on va parler déjà de définition. Donc, concernant le remodelage cornéen, il y a 2-3 choses à savoir qui sont très importantes. La première chose, c'est que c'est un remodelage, c'est un traitement qui va se faire par le biais de lentilles de contact rigides, bien sûr, que nous allons porter la nuit. Autre chose importante, c'est un traitement qui est réversible et non invasif. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, à partir du moment où les lentilles ne seront plus portées, eh bien, la cornée reprendra sa forme initiale et le défaut visuel, quel qu'il soit, reviendra à ses débuts. Concernant l'aspect non invasif, eh bien, le principe de l'orthokératologie, c'est que nous allons venir modifier que l'épithélium, donc la couche la plus externe de la cornée, offrant une sécurité de port. L'orthoca va permettre de corriger eh bien, tous les défauts visuels. Donc, principalement la myopie, parce que c'est vraiment, on connaît beaucoup voilà, le traitement de la myopie par l'orthoca, mais on va également, bien évidemment, pouvoir compenser les hypermétropes, les astigmates, et nous verrons de combien par la suite, et également les presbytes. Alors, comment fonctionne justement l'orthoca? Le remodelage, il est possible grâce aux forces hydrodynamiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça va être permis grâce à l'inégale répartition du film de larme sous la lentille. Là, typiquement, en termes d'image, vous avez l'exemple du myope. Donc, au niveau du rayon central, donc de la partie centrale de la lentille, vous allez avoir un rayon qui est très plat. Et le ménisque de larme, la quantité de larme entre la cornée et la lentille est vraiment très mince. On a de l'ordre de 8 à 10 microns. En mi-périphérie, nous allons avoir ce qu'on appelle le rayon inverse. Donc là, on va avoir un rayon de courbure qui va être beaucoup plus cambré et on va avoir une quantité de larmes beaucoup plus importante. Au centre de la lentille, nous allons avoir un effet de pression, alors qu'au niveau de la périphérie, nous allons avoir un effet de succion. Et c'est la combinaison de la pression au centre et de la succion en mi-périphérie qui va nous permettre de remodeler la cornée. Sur ce schéma, vous avez également la présence d'un deuxième réservoir de larmes et je vais vous expliquer d'ici quelques secondes. C'est la spécificité de notre lentille, donc la DRL pour double réservoir de larmes. Donc, on va avoir un deuxième effet de succion et ce deuxième effet de succion, eh bien, il va présenter de nombreux avantages. Avant de parler des avantages de la DRL, vous avez sur cette diapositive eh bien, le résultat attendu pour un myope. Donc, on va avoir ce qu'on appelle le bull's-eye. Vous avez au centre de la topographie donc, différentielle, c'est-à-dire la topographie après traitement moins la topographie avant traitement. Vous allez avoir la zone à l'intérieur de l'anneau rouge, donc qui est la zone de traitement, la zone optique, donc qui va être beaucoup plus plate après traitement chez le myope. Et nous allons avoir l'anneau rouge qui est dû eh bien, à l'effet de succion par rapport au premier réservoir de larmes. Sur cette diapositive, vous avez deux exemples de remodelage pour un myope, tout simplement issus de deux topographes différents. Et c'est pour vous montrer qu'en fonction du topographe que nous utilisons, le principe, bien évidemment, sera le même, mais nous pouvons avoir des différences de couleurs. On va avoir toujours une zone de traitement qui sera parfaitement régulière, parfaitement centrée, et notre anneau qui peut être rouge ou jaune. Sur cette diapositive, eh bien, vous avez là le remodelage pour l'hypermétrope. Alors, contrairement au myope où on va venir aplatir notre cornée pour pouvoir corriger la myopie et obtenir une vision parfaitement nette la journée, chez l'hypermétrope, à l'inverse, on va venir cambrer notre cornée. Donc déjà, on va avoir une différence notoire au niveau, bien sûr, de la topographie. Donc, au lieu d'avoir une zone bleue au niveau de la topographie différentielle qui indique que nous sommes sur un aplatissement, là, nous allons vraiment avoir une zone rouge qui indique une cambrure. Et au niveau de l'image fluo, eh bien, ça sera également différent. Au centre, vous allez avoir un effet de succion pour justement venir cambrer la cornée centrale.
Mais comme pour le myope, vous allez bien évidemment aussi avoir votre réservoir de larmes qui va permettre le remodelage. Alors, à qui s'adresse l'orthokératologie? Alors, on va le voir, on va pouvoir proposer l'orthokératologie à beaucoup de porteurs. Maintenant, effectivement, il y a certains critères à respecter. Entre autres, parmi ces critères, nous allons avoir l'absence, bien sûr, de pathologie oculaire ou de pathologie systémique qui pourrait éventuellement affecter l'œil. Il faut quand même que nous travaillions sur un œil qui est parfaitement sain, qui est parfaitement régulier. Même si nous sommes sur un traitement qui est réversible et non invasif, il faut que la cornée soit régulière pour aussi permettre un traitement régulier et surtout permettre une très bonne acuité visuelle. Chez les adultes, et j'insiste sur les adultes parce que voilà, pour les enfants, ça sera autre chose et nous pourrons en parler demain. Mais chez les adultes, il est aussi important de vérifier le diamètre pupillaire. Alors, concernant le diamètre pupillaire, il faut qu'il soit au maximum de 4 mm dans un éclairage ambiant. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que la taille de la zone de traitement va avoir une certaine taille et si notre pupille est trop grande par rapport à cette zone de traitement, eh bien, nous aurons des aberrations. On en parlera très rapidement tout à l'heure. Les aberrations seront, les halos seront présents au début. C'est normal pour n'importe quel traitement. Mais si on a une pupille qui est trop grande chez l'adulte, eh bien, nous ne pourrons malheureusement pas éviter les halos. Et les halos peuvent être assez gênants, surtout en conduite nocturne. Autre critère très important, et on va dire que c'est l'un des plus importants, c'est qu'il faut bien sélectionner le porteur et le porteur doit absolument être motivé et rigoureux. Motivé, parce qu'on va le voir, il y a non seulement une routine clinique, donc un certain nombre de rendez-vous, il y a également un entretien et une manipulation, une observance des règles à suivre au niveau manipulation et hygiène. Et bien sûr, au niveau de la vision, eh bien, même si l'orthoca va nous permettre d'avoir une très bonne acuité visuelle après quelques nuits de port, donc sans aucun équipement la journée, les premiers jours, la vision ne sera pas forcément optimale. Bien évidemment, ça va dépendre de la myopie, du défaut visuel initial, mais si le défaut visuel est assez élevé, il faudra quelques nuits pour laisser le temps à la cornée de se remodeler et de permettre une bonne acuité visuelle. Donc, on ne pourra pas forcément avoir une bonne acuité dès la première nuit. Autre critère important, c'est concernant les enfants. Il faut vraiment s'assurer que tout ce qui est règles d'hygiène, de manipulation, d'entretien des lentilles soit bien comprise d'une part par les enfants, mais aussi bien évidemment par son environnement. Donc, les parents, les représentants légaux, mais sur cet aspect-là, j'y reviendrai demain. Alors, même si nous allons pouvoir équiper beaucoup de monde avec les lentilles d'orthokératologie, il y a quand même certaines limites qu'il faut avoir en tête pour bien sélectionner le patient dès le départ. Alors, on va avoir certaines cornées qui peuvent nous limiter dans le traitement. On va avoir, par exemple, déjà, on l'a vu par rapport aux cornées irrégulières, c'est un critère qui sera important. Les cornées qui sont, par exemple, très, très, très plates, si c'est pour corriger une myopie en plus un peu élevée, il sera peut-être un peu difficile d'aplatir plus. Donc, on pourrait avoir des limites au niveau kératométrie. Autre limite, ça va être l'absence des règles d'hygiène. Donc ça fait partie de la rigueur du porteur. Donc, si vous avez le moindre doute sur sa motivation ou sur sa rigueur, je préconise de ne pas partir sur ce type d'équipement. Autre limite qui pourrait être embêtante, c'est l'astigmatisme résiduel. Effectivement, au niveau de l'astigmatisme, je vous l'expliquerai tout à l'heure, on va pouvoir corriger de forts cylindres. Maintenant, il va quand même falloir faire attention à l'astigmatisme réfractif, donc l'astigmatisme global, l'astigmatisme cornéen et l'astigmatisme interne. En fonction de la valeur de l'astigmatisme interne, nous ne pourrons peut-être pas corriger la totalité de l'astigmatisme et cet astigmatisme résiduel pourrait être pénalisant au niveau de l'acuité visuelle. Autre limite, on va avoir les halos. Donc, je vous en ai déjà parlé il y a quelques secondes par rapport au diamètre pupillaire. Même si les halos seront présents chez tous les porteurs les premiers jours, ils peuvent même parfois être présents
quelques semaines. C'est vrai qu'un adulte avec un diamètre pupillaire en éclairage classique de 5 ou 5,5 mm, il sera forcément pénalisé. Donc, en fonction des besoins, on va dire dans le cadre du travail ou des activités extra-professionnelles, il faudra faire attention à ce diamètre pupillaire. Au niveau des limites réfractives, oui, si on sort des indications que je vous présenterai d'ici quelques secondes. Et dernier critère qu'il faut connaître vis-à-vis du porteur, eh bien, ce sont les cycles de sommeil. Déjà, pour que l'orthokératologie soit efficace, nous recommandons au minimum 6 heures de sommeil par nuit. Ça, c'est une première chose. Et après, il faut aussi s'assurer que ces cycles de sommeil sont relativement réguliers, parce que s'il y a trop d'irrégularité, eh bien le porteur sera parfois certains jours très content et puis d'autres moins, parce que le remodelage ne sera pas optimal. Concernant les indications. Alors, au niveau des indications optiques, avec la DRL, nous allons pouvoir corriger la myopie jusqu'à -7. On va également pouvoir corriger les hypermétropes jusqu'à +4. Et ces deux amétropies vont pouvoir être également associées à un astigmatisme. Que ce soit chez les myopes ou chez les hypermétropes, nous pourrons corriger avec la DRL des astigmatismes jusqu'à 4 dioptries. Mais attention, il faudra quand même vérifier que cet astigmatisme est principalement cornéen. L'orthokératologie et l'ADRL en particulier est vraiment préconisée dans le contrôle de l'évolution de la myopie. Aujourd'hui, malheureusement, parce qu'on n'a pas non plus le temps de tout faire, je m'arrêterai là concernant le contrôle de la myopie, mais c'est la partie que je développerai demain à la même heure. Autre indication, eh bien, ça va être pour les porteurs, par exemple, qui ont déjà des lentilles, mais qui les supportent de moins en moins, qui ont les yeux secs, qui travaillent peut-être dans des milieux poussiéreux ou avec de la clim. On le sait, le fait d'avoir une lentille sur l'œil la journée va déjà perturber un petit peu les larmes, parce qu'on vient quand même mettre un corps étranger dans l'œil, et donc on risque d'être inconfortable. L'intérêt de l'orthokératologie, c'est que le porteur n'aura absolument rien sur les yeux la journée, donc il sera beaucoup plus confortable, tout en ayant une très bonne vision. Après, nous avons également les professions qui nécessitent une bonne acuité visuelle sans compensation. Alors, on va penser par exemple aux pilotes, aux pompiers, à toutes ces professions, même par exemple les personnes qui travaillent sur des chantiers, ils n'auront pas ces inconvénients de poussière ou ce genre de choses. Après, nous avons également les activités sportives. Et quand on pense aux activités sportives, on pense principalement aux activités aquatiques. Parce qu'on le sait, on se bat souvent avec les porteurs pour qu'ils ne portent surtout pas leurs lentilles à la piscine ou à la mer, parce qu'on sait que le risque infectieux est très important. Eh bien, l'intérêt et l'avantage de l'orthoca, c'est que le porteur, eh bien, il verra parfaitement naître la journée sans aucune compensation sur l'œil. Donc, on va clairement minimiser le risque infectieux. On a aussi, bien sûr, toutes les activités de combat. Par exemple, je ne sais pas, le judo, la boxe ou par exemple le rugby. Ce sont des sports où on a aussi un risque de perte des lentilles. Donc, avec l'orthoca, on n'a plus ce risque de perte. Dernière indication, l'orthoca est une alternative à la chirurgie réfractive. Elle est là pour, on va dire, la compléter. Dans quel sens? Eh bien, déjà, on va avoir les patients qui ne peuvent pas être opérés. La cornée, par exemple, trop fine par rapport à la myopie. Il y en a qui vont tout simplement avoir la trouille de la chirurgie, c'est-à-dire qu'ils vont être motivés au début, puis au final, ils ne vont pas oser se faire opérer. Ou les adolescents, par exemple, dont la myopie n'est pas encore stabilisée. Eh bien, pour tous ces patients que le chirurgien ne pourra pas équiper, opérer, eh bien, il va pouvoir proposer une alternative. Et cette alternative, ça sera l'orthoca. Alors, toutes ces indications, elles sont regroupées dans des documents qui peuvent être à votre disposition et qui sont surtout en fait destinés à vos patients. Donc, ils permettent justement d'expliquer un petit peu quelles sont les indications pour l'orthokératologie, parce que l'orthokératologie n'est pas connue par tout le monde, mais aussi
Concernant les enfants et les jeunes, et ça je le développerai aussi demain, on va pouvoir évaluer le risque d'évolution de la myopie. Donc, alerter les parents qui pourront derrière plus facilement consulter, poser des questions et vous derrière proposer une solution pour contrôler l'évolution de la myopie. Alors, PreSilence a plusieurs lentilles à proposer. On va avoir la gamme DRL qui est la gamme de première intention. On va avoir la gamme DRL également destinée au contrôle de la myopie, que je développerai demain. Et nous avons nos autres lentilles. Alors, la gamme de première intention, on va avoir la DRL M pour les myopes, la DRL T qui est pour myopes et astigmates, et la DRL H qui va être destinée aux hypermétropes avec ou sans astigmatisme. Pour ce qui est de nos autres lentilles, nous avons la Sleep & See et la Dreamlight. Alors, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ces lentilles. La Sleep & See est l'ancienne lentille d'Orthoca du laboratoire Technolens qui a malheureusement fermé. Nous avons racheté ce design et aujourd'hui, pour des patients qui seraient déjà équipés avec cette lentille, eh bien, nous sommes en mesure de refabriquer exactement les mêmes paramètres. La Dreamlight, c'est une lentille à simple réservoir de larmes comme la Sleep & See que nous faisons depuis de très très nombreuses années au laboratoire. C'était notre lentille avant la DRL et bien évidemment pour les porteurs qui l'utilisent et avec laquelle ça se passe très bien, nous sommes en mesure bien sûr de renouveler ces lentilles. Alors, quelles que soient les lentilles adaptées, que ce soit de la gamme DRL ou autre, toutes les lentilles doivent être renouvelées annuellement. C'est vraiment très important parce que justement, ce renouvellement annuel, il va permettre que le traitement se passe au mieux, que d'une lentille à l'autre, l'acuité soit toujours aussi bonne et que les cornées soient toujours aussi saines. Donc, c'est vraiment pour la sécurité de port du porteur, mais aussi pour la qualité de sa vision. Donc, justement, pour rebondir sur la sécurité de port, au niveau des matériaux, nous utilisons des matériaux à très haute perméabilité à l'oxygène. Bien évidemment, ce sont des lentilles qui sont portées exclusivement la nuit. Les paupières, le fait de fermer les yeux déjà va bloquer une grande majorité de l'oxygène que nous avons dans l'environnement. Donc, c'est très important d'avoir des matériaux qui n'empêchent pas cette oxygénation. Donc, nous allons utiliser des hauts et très hauts DK. Donc, du laboratoire Contamac, nous aurons l'Optimum Extra, donc le DK de 100 ou l'Optimum Extrême, avec un DK de 125, ou du laboratoire Bausch & Lomb, donc le Boston XO, dont le DK est de 100, ou Boston XO2, dont le DK est de 141. Il faut savoir que le matériau que nous proposons en première intention est l'Optimum Extra, mais les paramètres, la fabrication, rien ne changera en fonction du matériau choisi. Autre élément à avoir en tête, eh bien, il faut savoir que les lentilles d'orthokératologie seront toujours de 2 couleurs différentes. La droite sera toujours violette et la gauche sera toujours bleue. D'une part, pour éviter de se mélanger les pinceaux et toujours bien mettre la bonne lentille sur l'œil. Et au cas où il y en aurait une, par exemple, de cassée ou de perdue, juste avec la couleur, on saura avec certitude quelle est la lentille à refabriquer. Alors, voilà les spécificités de la DRL. Sur cette diapositive, vous pouvez voir effectivement que la DRL, donc pour double réservoir de larmes, présente vraiment 2 spécificités. La première, c'est vraiment cette présence du deuxième réservoir de larmes. C'est la seule lentille au monde qui présente cette spécificité. Donc, ce deuxième réservoir que vous pouvez voir sur les 3 images chaudes, donc il est vraiment beaucoup plus fin. Si vous vous souvenez du schéma au tout début, au moment de la définition, on voyait le deuxième petit effet de succion, donc le deuxième petit rayon inversé. Eh bien, ce deuxième réservoir, il va avoir de nombreux avantages. La première chose, c'est qu'il va permettre une meilleure stabilisation de la lentille. Il va également jouer un rôle important dans le centrage du traitement. Il va également permettre d'avoir une meilleure efficacité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? D'une part, on va pouvoir corriger des myopies élevées, on va pouvoir aller jusqu'à -7, mais on va également à myopie, on va dire une myopie de l'ordre de 3 dioptries. La DRL comparée à la Dreamlight, eh bien la DRL, grâce à son deuxième réservoir de larmes, elle nous permettra de corriger, de remodeler la cornée beaucoup plus rapidement.
pour -3. On aura besoin de 1 à 2 nuits avec la DRL, alors qu'avec la Dreamlight, on pourrait avoir besoin de peut-être 3-4 nuits. Ce deuxième réservoir, on va également l'utiliser lorsqu'on va analyser l'image fluo, c'est-à-dire qu'il va nous permettre de savoir si notre périphérie est optimale ou pas. Autre spécificité de la DRL, en plus de son deuxième réservoir, c'est qu'on va pouvoir également modifier la taille de la zone de traitement. Et cette spécificité, elle va avoir un intérêt tout particulier dans le contrôle de la myopie, mais ça, je vous l'expliquerai demain. Alors, au niveau des paramètres de cette lentille, donc la DRL, elle va être définie à travers 3 paramètres plus le diamètre, donc 4. Ces paramètres, donc KM pour la myopie ou H pour l'hypermétropie et P, en fait, ces paramètres, ils utilisent des fonctions mathématiques. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, au niveau du schéma, sur votre droite, vous pouvez voir la représentation de ces 3 paramètres. Le K va définir donc la modélisation de la cornée, tout comme le P, mais va définir surtout la hauteur du ménisque de l'arme au niveau du centre de notre cornée. Le P va nous permettre justement avec le deuxième réservoir de l'arme d'avoir une périphérie parfaitement alignée, donc d'avoir un bon centrage. Et le troisième paramètre, c'est le M, donc pour la valeur de la myopie, qui va définir justement le rayon de courbure centrale qui sera plus ou moins plat selon le degré de la myopie à corriger. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'au niveau des indications optiques, nous pouvions corriger les myopes et les hypermétropes, mais également les astigmates jusqu'à 4 dioptries. Donc, cette lentille, elle va se décliner en version sphérique, donc KM-P, ou KK' en version torique, lorsqu'on aura une toricité plus élevée et un astigmatisme plus élevé, KK' pour le centre, M ou H, bien sûr, pour la myopie et hypermétropie associée au C pour le cylindre, et PP' pour la périphérie. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau du paramètre K, donc qui est le paramètre central qui permet de modéliser la cornée, ce paramètre il va définir la flèche centrale. Et quelle est son implication au niveau du traitement? Eh bien, il va permettre d'avoir une zone de traitement régulière. Si le paramètre K est bien adapté, eh bien la zone de traitement sera régulière et permettra d'obtenir une très bonne acuité visuelle. Le paramètre P, qui définit donc la périphérie, nous permettra d'avoir un traitement centré. Et pour le dernier paramètre, eh bien, ça va, comme je vous le disais, définir le rayon central de la lentille et donc permettre d'aplatir plus ou moins la cornée en fonction de la valeur de la myopie à corriger. Il faut savoir qu'au niveau de l'optimisation, et ça c'est quelque chose que je développerai jeudi, chaque paramètre est indépendant, ce qui va rendre l'optimisation et le contrôle beaucoup plus simple. Alors, comment ça se passe au niveau du protocole d'adaptation? Première chose, les prises de mesure. Donc, l'histoire de cas qui va nous permettre de sélectionner le porteur, la réfraction subjective qui va nous permettre deux choses. D'une part, eh bien, de vérifier que nous rentrons dans les indications, donc entre myopie jusqu'à -7, hypermétropie jusqu'à +4 et astigmatisme jusqu'à 4 dioptries, mais ça va nous permettre également de valider que cet astigmatisme est principalement cornéen, de manière à avoir la meilleure acuité visuelle. Parmi les prises de mesure, nous allons également avoir le diamètre cornéen. Cette mesure, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle va nous permettre de déterminer le diamètre total de la lentille. Et ce diamètre, il est très, très important. Dernière prise de mesure, eh bien, ce sont les topographies. Et les topographies, elles sont très, très importantes car elles vont conditionner 90% de l'adaptation. Donc, elles doivent être fiables et reproductibles. Et à partir de toutes ces prises de mesure, eh bien, nous allons utiliser notre logiciel d'adaptation, qui est le logiciel Click and Fit, et qui va nous permettre de calculer facilement les lentilles. Mais avant de vous montrer le calcul des lentilles, je reviens quelques secondes sur les topographies.
pour vous donner quelques astuces pour obtenir les plus belles topographies et donc mettre toutes les chances de votre côté pour que l'adaptation se passe au mieux. Alors, la topographie, pour qu'elle soit de bonne qualité, il est impératif de vérifier la qualité des larmes parce que la réflexion des disques de Placido, donc de la topo qui se reflète sur la cornée, au final, ce n'est pas sur la cornée à proprement parler, mais sur ce qu'on a juste devant, c'est-à-dire les larmes. Et si les larmes sont de très mauvaise qualité, eh bien, on peut avoir vraiment des topographies de mauvaise qualité et le calcul des lentilles ne sera pas bon. Donc, pour justement un petit peu contrer parfois la qualité des larmes qui ne serait pas optimale, parce que par exemple, on a des traitements médicaux qui peuvent perturber les larmes, on a naturellement les yeux un petit peu secs ou chargés en débris, eh bien, on peut utiliser des larmes artificielles ou du sérum FI. Quelques gouttes avant la prise de mesure, on fait cligner le porteur de manière à avoir une bonne répartition du film de larmes et optimiser la prise de mesure. Ensuite, pour vérifier et s'assurer qu'on va avoir de bonnes topographies, on va en faire plusieurs par œil pour vérifier la reproductibilité. Généralement, nous conseillons d'en faire 4 par œil et de sélectionner la plus régulière, celle qui semble la meilleure. Ensuite, nous allons utiliser les différents indices qui existent sur la topographie. Donc, parmi ces indices, le premier, qui est très important, c'est l'excentricité. Donc, l'excentricité cornéenne qui définit donc l'aplatissement de notre cornée en périphérie. Cette excentricité, elle est vraiment très importante parce qu'elle va énormément conditionner le calcul de nos lentilles et bien sûr la stabilité du traitement. Donc, il faut savoir qu'une excentricité classique, donc on va être entre 0,45 et 0,55. On peut avoir des excentricités plus faibles ou plus fortes, mais il faut quand même vérifier si elles ne sont pas trop éloignées de ce 0,45, 0,55. Généralement, une excentricité inférieure à 0,25, ça commence à être étrange, ou supérieure à 0,70 aussi. Ce n'est pas, on va dire, banal. Donc, par sécurité, on refera des topographies pour vérifier la régularité de la prise de mesure. Autre indice qui peut être important, c'est le SAI ou autre indice qui permet de vérifier la régularité ou la symétrie de la cornée. Le SAI, typiquement, il permet de comparer la symétrie entre la cornée supérieure et la cornée inférieure. Quand on a par exemple une dégénérescence, un kératocone, très souvent le kératocone étant décentré en inférieur, eh bien cet indice il a des valeurs qui sont énormes parce qu'on a vraiment une très grosse asymétrie entre la cornée supérieure et la cornée inférieure. Parfois, de très mauvaises larmes, même avec une cornée parfaitement saine, peut conduire à un indice comme le SAI très élevé et donc là, le calcul des lentilles, des paramètres n'est pas optimal. Donc, si on a eu un doute sur la valeur des indices recueillis, eh bien, on a tout intérêt à refaire les topographies, quitte à instiller des larmes artificielles si ce n'a pas été fait avant la première mesure pour obtenir les meilleures topographies. Alors, au niveau du calcul, eh bien, sur cette diapositive, vous pouvez voir notre logiciel Click and Fit qui permet de calculer les lentilles. Alors là, bien évidemment, on est sur le calcul des lentilles d'Orthoca, mais on pourra calculer tout type de lentilles rigides ou souples. Comment ça se passe au niveau du logiciel? Eh bien, nous allons d'une part importer la topographie. Donc, selon le topographe que vous avez au cabinet ou à l'hôpital ou dans un centre, eh bien, nous allons avoir certains topographes qui sont aujourd'hui compatibles avec le logiciel, que nous pouvons facilement importer, tels que le TMS4, le Kératron ou le Medmont. Pour tous les autres topographes, on pourra remplir manuellement la kératométrie et les excentricités. Après avoir importé la topographie, on sélectionne, on saisit, on remplit la réfraction, sphère, cylindre, axe, et dernier élément, le diamètre cornéen. Et en sélectionnant sur le logiciel type de lentille Orthoca, eh bien, le logiciel vous proposera la première intention. Donc là, nous sommes dans le cadre d'un myope, moins 375, donc il va vous proposer la DRL-M. Il va vous proposer donc les paramètres KM
le diamètre. Et autre élément important, c'est qu'il va également proposer l'image fluo attendue. Donc, cette image fluo, elle tient compte de la toricité de la cornée et des paramètres, c'est-à-dire qu'elle sera vraiment propre à chaque œil, même entre l'œil droit et l'œil gauche, on peut avoir une image fluo un petit peu différente. Et cette image fluo, eh bien, va vous aider à justement contrôler l'image fluo lorsque vous réceptionnerez la lentille pour vous assurer que l'image fluo semble correcte. Là, je viens de vous montrer le cas du myope. Nous avons bien évidemment le cas aussi de l'hypermétrope, où vous avez exactement la même chose, avec l'importation de la topographie, qui permet d'avoir la kératométrie avec les excentricités, la réfraction et le diamètre cornéen. Et donc, le logiciel permettra de vous proposer les paramètres de première intention. Donc là, nous sommes dans le cadre d'un hypermétrope, donc nous aurons la DRL H avec les paramètres K, H, P et bien sûr le diamètre. Et vous pouvez constater que l'image fluo est différente. Au lieu d'avoir une zone centrale sombre, eh bien, nous aurons le fameux lac de fluo central qui permet l'effet de succion centrale et donc de cambrer notre cornée. Sur cette diapositive, vous avez juste deux autres exemples des possibilités de calcul avec le logiciel. Donc, toujours d'OrthoCAD. À gauche, c'était pour vous montrer un calcul de lentilles toriques, donc avec un astigmatisme un petit peu plus élevé, une certaine toricité cornéenne. Vous pouvez voir que vous avez les paramètres KK', MC, PP', donc design torique. Et sur l'exemple de calcul à droite de la diapositive, vous avez une lentille avec l'application du contrôle de la myopie. Donc, avec le logiciel, c'est très simple lorsque nous serons dans le cas de l'adaptation d'un enfant. Et là encore, je développerai demain, mais au niveau du logiciel, simplement cocher une petite case, contrôle de la myopie, pour avoir une zone optique réduite, pour optimiser justement l'effet de l'OrthoCAD pour avoir le contrôle de la myopie le plus efficace. Au niveau de la routine clinique, donc une fois que les lentilles ont été calculées, commandées, fabriquées, au moment de recevoir les lentilles, il y a plusieurs choses à vérifier. La première chose, c'est l'acuité visuelle avec les lentilles. L'acuité visuelle avec les lentilles, elle doit être équivalente à l'acuité visuelle obtenue lors de la réfraction. Ça permet de vérifier que les paramètres sont a priori corrects et puis ça permet aussi de rassurer le porteur. Parce que oui, même si les lentilles devront être posées juste avant d'aller se coucher et retirer le matin, au réveil, eh bien, on peut très bien, il y a déjà le parcours salle de bain, chambre, et puis on peut aussi se réveiller la nuit et avoir donc les yeux ouverts avec les lentilles. Donc, le principe des lentilles, c'est qu'on aura une très bonne acuité visuelle avec les lentilles sur les yeux. Autre chose importante à vérifier, c'est l'image fluo. C'est vraiment le moment le plus idéal, on va dire, de contrôler l'image fluo avant le remodelage, parce que même si l'image fluo pourra bien sûr être contrôlée après une nuit ou une semaine de port, eh bien, par exemple, si le traitement est décentré, si le traitement n'est pas optimal, c'est toujours un peu plus difficile d'avoir l'image fluo idéale. Donc, l'image fluo de la lentille sur une cornée non remodelée, il n'y a pas mieux, au moins vous obtiendrez la meilleure observation. Ensuite, il va falloir bien évidemment apprendre aux patients, aux porteurs, toutes les règles donc, de manipulation et d'hygiène. Et pour ça, nous avons mis à votre disposition sur notre site lentilledesnuit.com des vidéos de manipulation qui montrent la pose et le retrait pour accompagner les porteurs et les rassurer. Peut-être qu'après l'explication la journée, ils seront aussi rassurés de pouvoir revoir le soir avant de poser les lentilles ces fameuses vidéos. En plus bien sûr des règles d'hygiène, de l'entretien, il faudra aussi convenir d'un rendez-vous le lendemain matin. C'est un rendez-vous qui est très important et je vais vous l'expliquer tout de suite après. Alors, au niveau des règles d'hygiène, très très important, l'entretien.
On sait que l'observance est très importante, quel que soit le type d'adaptation, en port diurne, en port nocturne, mais il faut vraiment insister sur l'importance de l'entretien et de la bonne pratique et de la bonne manipulation des lentilles, vraiment pour que déjà le traitement se passe bien, qu'il soit sécuritaire et que vraiment tout se passe au mieux. Alors, au niveau de l'entretien, nous recommandons d'utiliser un système oxydant. Donc, notre système oxydant, c'est l'oxycline. Pourquoi partir sur un système oxydant plutôt qu'un multifonction? Eh bien, parce que le système oxydant, déjà en termes de nettoyage, il nous permettra vraiment d'éliminer au mieux tous les petits débris que nous pourrions avoir sur les lentilles. Et après neutralisation du peroxyde d'hydrogène, la solution dans laquelle trempent les lentilles n'a pas de conservateur. Et on va dire l'inconvénient d'un multifonction en lentille rigide, c'est la présence des conservateurs. Et ces conservateurs peuvent avoir un effet de toxicité sur la cornée. Donc, le système oxydant nous permettra vraiment d'avoir des lentilles parfaitement nettoyées, puis de ne pas avoir de conservateurs. Donc, on minimise clairement le risque d'avoir des piquetés sur la cornée. Donc, l'oxycline pour le nettoyage quotidien. Ensuite, nous allons utiliser des larmes artificielles que le porteur va mettre dans la lentille avant d'aller se coucher. Donc, ce sont les lentilles Aquadrop qui ont de l'acide hyaluronique et qui n'ont pas de conservateur. Pourquoi? Alors, pas de conservateur, c'est exactement la même raison que pour le système oxydant. Et acide hyaluronique, eh bien, c'est pour que les larmes ne soient pas trop liquides. Si on compare, par exemple, la consistance de l'arme artificielle Aquadrop avec le sérum Phi, c'est très, très liquide. Donc, si on utilise du sérum Phi à la pause, le risque, c'est qu'au moment de mettre la lentille, eh bien, le sérum Phi fuit de la lentille et donc nous n'aurons pas suffisamment, on n'aura pas un ménisque de larmes optimal entre la cornée et la lentille. Et je rappelle que pour que le remodelage se passe au mieux, il faut vraiment qu'on ait cette différence, cette irrégularité de ménisque de larmes, une égale répartition du ménisque de larmes et donc qui sera vraiment optimale en utilisant les larmes Aquadrop. Comme nous sommes sur des lentilles annuelle, une déprotéinisation hebdomadaire sera également nécessaire et donc nous partirons sur le Procare qui sont des petits cachets de déprotéinisation. Au niveau justement de l'observance, pour encourager et aider les porteurs à prendre les bonnes habitudes dès le départ, avec la première paire de lentilles d'Orthoka, nous envoyons un pack de produits offerts. Donc, c'est le pack Orthoka premier pack qui comprend 1 mois de produits. Et donc, dans ce pack, vous aurez un grand oxycline, une boîte de 30 unidoses d'Aquadrop et une petite ventouse si la manipulation, surtout au niveau de retrait, était un petit peu difficile. Au niveau du protocole, vous avez sur cette diapositive les rendez-vous, la fréquence des rendez-vous que nous recommandons. Maintenant, si vous avez l'habitude peut-être déjà d'adapter d'autres lentilles d'orthokératologie, bien évidemment, vous pouvez garder vos habitudes de routine clinique. Donc, on recommande bien évidemment après la première nuit, de manière à s'assurer que la cornée est saine, qu'on a eu un effet, bien évidemment, avec le contrôle de l'acuité visuelle, et puis s'assurer que le traitement est bien centré. À chaque rendez-vous, que ce soit après une nuit, une semaine ou un mois, on contrôlera systématiquement l'acuité visuelle avec la surréfraction, les topographies, qui sont finalement les seuls éléments qui nous permettront de vérifier que le traitement est bien centré, bien régulier, la biomicroscopie de manière à s'assurer que les cornées sont parfaitement saines et puis aussi s'assurer que les produits d'entretien sont toujours les mêmes, qu'il n'y a pas eu de changement au fur et à mesure des mois. Au niveau justement des rendez-vous que nous vous préconisons, avec la DRL, après 8 à 10 nuits, on doit avoir un traitement, en tout cas chez le myope, qui doit être optimal. On doit avoir le maximum de correction, même pour les myopies les plus élevées, donc jusqu'à -7, excusez-moi, pour les astigmatismes élevés également. Par contre, attention, ce contrôle est valable, on va dire, pour les myopes. Pour les hypermétropes,
Autant la cornée accepte facilement d'être aplatie, autant pour la cambrée, ça peut être parfois, même souvent, assez long. Donc, on considère qu'on aura un traitement optimal chez les hypermétropes au bout de 15 jours, 3 semaines. Donc, pour les hypermétropes, il faut faire preuve d'un petit peu plus de patience. Si après ce contrôle à 8-10 nuits, tout va bien, on contrôle à 1 mois. À ce contrôle, vous pouvez valider l'adaptation et passer ensuite au renouvellement annuel. Selon vos habitudes, selon l'âge aussi du porteur, surtout chez les enfants, nous recommandons aussi des contrôles à 3 et 6 mois avant le renouvellement, juste pour s'assurer que le traitement se passe toujours bien, que l'observance est toujours aussi bien respectée et que tout se passe bien. Au niveau du contrôle, donc on a 3 aspects. Première chose, bien sûr, l'acuité visuelle et la surréfraction. Il y a souvent une plainte qui peut survenir au début. Je vous en parlais tout à l'heure, ce sont les halos. Ces halos, ils seront forcément présents chez tous les porteurs en début de traitement. Ça, malheureusement, on ne peut pas les éviter. Donc, c'est aussi d'ailleurs un critère qui permettra de sélectionner le patient, le porteur. Maintenant, parfois, heureusement, ce n'est pas dans la majorité des cas, mais ça existe, les halos peuvent être présents jusqu'à 3 mois. Donc, si le diamètre pupillaire a été vérifié et qu'il n'est pas supérieur à 4 mm chez l'adulte, même avec un traitement optimal, parfois, il faudra juste prendre son mal en patience et attendre pour que ces halos diminuent puis disparaissent. Au niveau du contrôle de l'image fluo, il y aura 3 aspects à vérifier. Déjà, le diamètre total de la lentille, et le diamètre, c'est très important, et également la fluo centrale et périphérique. Je vous l'ai un petit peu expliqué déjà tout à l'heure. Au niveau de la fluo périphérique, on va analyser ce fameux deuxième réservoir. Et puis au niveau de la fluo centrale, on va justement vérifier si cette zone est plutôt alignée, ou tendance plate, ou tendance serrée. Au niveau de la topographie, on va également venir analyser le remodelage à travers 3 points. Le centrage du traitement, la qualité de la zone de traitement, donc à l'intérieur de l'anneau rouge, et ce fameux anneau rouge qui, là, sur cet exemple avec la topographie, est plutôt jaune. Mais sur la topographie après traitement, on peut très bien voir que cet anneau, il est bien rouge. Sur cette diapositive, vous avez l'adaptation optimale du myope. Donc, au niveau de la topographie, qu'est-ce qu'une adaptation optimale? On va déjà avoir un traitement qui est parfaitement centré, une zone de traitement qui va être régulière et un anneau qui va être complet ou quasi complet. C'est-à-dire que même si l'idéal, c'est vraiment d'avoir un anneau rouge parfaitement complet, on peut très bien avoir des adaptations avec un centrage optimal, une zone de traitement optimale, mais un anneau incomplet. Maintenant, si les cornées sont saines, les acuités visuelles sont optimales, on validera l'adaptation telle qu'elle. Au niveau de l'image fluo, pour une adaptation optimale, on va avoir un diamètre de lentille optimal, c'est-à-dire qui couvre entre 90 et 95% de la cornée. Si le diamètre est trop petit ou trop grand, il y aura des effets sur l'adaptation. Au niveau de la zone centrale, on doit avoir une zone centrale qui doit être sombre et régulière. Attention, sombre, il n'y aura pas de contact de la lentille sur la cornée, sinon ça veut dire qu'elle est trop plate. Et régulière, et bien sûr, sa taille, elle va dépendre aussi de la valeur de la myopie. Plus le M est élevé, plus la myopie est élevée, plus cette zone centrale sombre sera petite. Et au niveau de la périphérie, donc de ce fameux deuxième réservoir de larmes, donc qui est fin ici, eh bien, on va vérifier que la périphérie est bien alignée à partir du moment où ce deuxième réservoir est au milieu de la périphérie. Après le myope, nous avons l'hypermétrope. Donc, au niveau de l'adaptation optimale de l'hypermétrope, au niveau de la topographie, tout comme le myope, on va chercher bien évidemment à avoir un traitement parfaitement centré. Ça, c'est hyper important. Au niveau de la zone de traitement, on va avoir une zone de traitement qui est régulière avec une zone centrale rouge et non bleue. Et un anneau qui est complet.
Au niveau de la fluo, l'analyse de la périphérie sera exactement la même avec notre fameux deuxième réservoir de larmes qui sera au milieu. Par contre, au centre, on cherche à avoir un lac central qui est bien rond, bien régulier, en plus bien sûr du premier réservoir de larmes. Et au niveau du diamètre, nous serons également sur une lentille qui couvrira 90 à 95% de la cornée. Lorsque nous avons besoin d'optimiser les lentilles, vous allez pouvoir utiliser le logiciel Click and Fit, donc notre logiciel d'adaptation, qui permet d'une part, bien évidemment, de calculer les lentilles, comme j'ai pu vous le montrer il y a quelques diapositives. Il va également vous permettre de créer votre dossier de suivi et donc renseigner toutes les informations que vous observez au moment du contrôle et même utiliser le logiciel pour optimiser les lentilles. Donc, au niveau du logiciel, vous allez pouvoir optimiser à partir de la topographie. Donc, vous aurez la possibilité d'évaluer le centrage du traitement, la qualité de la zone de traitement et l'anneau rouge. Et vous aurez également la possibilité d'optimiser à partir de l'image fluo. Donc, comme je vous l'ai montré il y a quelques secondes, avec l'évaluation de la fluo centrale et de la fluo périphérique. Au niveau des explications de l'utilisation de Click and Fit pour l'optimisation, aujourd'hui je m'arrêterai là, mais c'est un aspect également que je détaille jeudi dans le module d'orthokératologie niveau 2. Donc, si cela vous intéresse, ça sera avec plaisir que je vous expliquerai comment on optimise jeudi. Une chose qui est importante à avoir en tête, c'est que si nous avons, suite au premier essai, par exemple, un traitement qui s'est décentré, parce que la périphérie n'est pas adaptée, si nous optimisons la lentille, nous modifions les paramètres, il sera impératif de demander un arrêt de port entre la lentille portée actuellement et la nouvelle. Parce que même avec la meilleure optimisation possible, si le porteur n'arrête pas de porter la lentille, la nouvelle lentille, elle se positionnera sur la cornée décentrée. Donc, ces quelques nuits d'arrêt de port sont nécessaires pour repartir sur une cornée régulière. Pour réussir une bonne adaptation, côté adaptateur, donc de votre côté ou côté porteur, il y a des éléments clés à avoir en tête. Pour que l'adaptation se passe au mieux, de votre côté, donc côté adaptateur, il est important de bien sélectionner le porteur. Il est important donc de vérifier qu'on remplit tous les critères, que ce soit les critères physiologiques ou les critères optiques, mais aussi bien sûr s'assurer que le porteur est bien motivé et qu'il a bien compris qu'il fallait effectivement respecter tous ces rendez-vous de contrôle et accepter qu'au début, la vision ne serait pas parfaite, qu'il y aurait des halos. Autre élément très important, c'est la qualité des topographies initiales. Tout à l'heure, je vous expliquais que les topographies sont très, très, très importantes. Elles représentent vraiment 90% de l'adaptation. Si les topographies initiales sont de très bonne qualité, l'adaptation se passe très bien et dans la grande majorité des cas, la première paire est d'ailleurs la définitive. L'image fluo aussi est également importante. Elle va vraiment nous aider. Alors déjà, vérifier que la lentille est bien adaptée. Et si ce n'est pas le cas, l'image fluo nous permettra d'optimiser au mieux notre adaptation. Et justement, pour vous aider sur ces deux aspects-là, donc la topographie et l'image fluo, nous avons mis à votre disposition des vidéos qui sont consultables sur notre site, donc presilence.com, qui vous donnent toutes les petites astuces pour justement bien réussir sa topographie et bien réussir son image fluo. Côté porteur, il y a également des éléments indispensables, des éléments clés qui vont nous permettre de mettre toutes les chances de notre côté que notre adaptation se passe au mieux. Ce sont déjà la manipulation et l'entretien. Exemple tout bête, les lentilles doivent être posées remplies de larmes artificielles. Si elles sont posées quasiment vides, le ménisque de larmes qui permet justement de remodeler les forces hydrodynamiques ne seront pas du tout optimales et le traitement ne fonctionnera pas bien.
Pareil, les lentilles ne doivent pas être portées les yeux ouverts. En tout cas, juste voilà, on les pose juste avant d'aller se coucher et c'est vraiment l'histoire de quelques secondes ou quelques minutes. Mais les lentilles ne doivent pas être posées 2 heures avant d'aller se coucher, utilisées pour regarder la télévision ou lire, par exemple. Donc ça, ce sont vraiment des choses qui sont très importantes et que le porteur doit avoir bien comprises et suivre. L'entretien est très important également parce que c'est l'entretien qui va nous permettre de garantir la sécurité de port et de minimiser le risque infectieux. Il va nous déjà minimiser le risque infectieux et aussi permettre d'avoir un traitement qui fonctionne parfaitement bien tout le long de l'année d'utilisation des lentilles. Autre chose aussi, c'est très important que le porteur suive tous les rendez-vous de contrôle que vous aurez mis en place au début de l'adaptation. Et puis là aussi, dernier élément et pas des moindres, et ça je l'ai déjà dit un certain nombre de fois au risque de me répéter, mais c'est vraiment très très important, la motivation et la rigueur du porteur sont vraiment indispensables. Il est primordial que le porteur ait bien compris déjà que lui, il faudrait un petit peu de temps pour que le traitement, d'une part, se mette en place, mais surtout que la manipulation, l'entretien sont des éléments qui sont très, très importants et qu'il faut suivre rigoureusement pour que l'adaptation se passe au mieux, que la qualité optique soit au rendez-vous et que l'adaptation soit sécuritaire. Au niveau des outils qui sont à votre disposition pour justement vous aider dans l'adaptation, donc vous avez le logiciel Click and Fit dont je vous ai déjà parlé, donc qui va nous permettre d'une part de calculer les premières lentilles, d'obtenir la simulation des images fluo attendues en fonction de la valeur de la myopie, de la toricité de la cornée. Ce logiciel permet également d'optimiser simplement et rapidement à partir des éléments que vous aurez recueillis, topographie, image fluo et acuité visuelle. Il permet également, bien sûr, de sauvegarder justement ce suivi, tous les fichiers, donc le premier calcul ainsi que les différents rendez-vous de contrôle. Et il permettra également d'imprimer un bon de commande avec les paramètres et ce bon pourra être personnalisé en fonction de ce que vous souhaitez faire apparaître par rapport à l'entretien, à l'observance, à la manipulation. En plus du logiciel Click and Fill, vous avez également des documents qui sont à votre disposition qui permettent de vous aider au mieux dans le cas où il serait nécessaire d'optimiser. Du côté des porteurs, nous avons les 2 sites qui sont à leur disposition, donc notre site presilence.com et également le site lentilles-de-nuit.com qui est dédié aux lentilles d'orthokératologie avec un espace grand public, donc destiné aux porteurs, et également un espace professionnel qui vous est destiné. Et au niveau des éléments qui peuvent aider les porteurs, il y a ce fameux pack Orthocar Premier Pas dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc qui comprend 1 mois de produits et qui permet aux porteurs d'avoir déjà tous les produits nécessaires, donc au niveau de l'entretien, l'oxycline et des larmes artificielles, l'Aquadrop. Donc 1 mois de produits dès le départ avec ces lentilles pour prendre les bonnes habitudes. Pour les porteurs, nous avons également des documents qui leur sont remis, donc soit avec les lentilles à la livraison, soit des documents également disponibles pour expliquer les avantages et un petit peu comment fonctionne l'orthokératologie pour ceux qui ne connaissent pas. Et dernier outil également à la disposition des porteurs, c'est un service, le service SMS Observance, qui est une solution pour vraiment optimiser le renouvellement annuel, parce que le renouvellement annuel est très important dans le cadre de cette adaptation. Et le principe consiste à inscrire juste le numéro de téléphone du porteur, la date à laquelle il a acheté ses lentilles, pour pouvoir recevoir quelques semaines avant sa date de renouvellement un message lui indiquant qu'il va falloir renouveler les lentilles. Donc ça permet vraiment de mettre toutes les chances de notre côté pour que le renouvellement se passe au mieux.
après justement vous avoir parlé de myopie, hypermétropie, eh bien, je vais vous parler de presbytie. Alors, pour la presbytie, nous avons différents équipements aujourd'hui qui existent. Alors, je n'ai pas développé, mais nous avons par exemple la DRLH, donc pour les hypermétropes, qui permet de créer vraiment une profondeur de champ et donc de générer une addition. Et dans le cas de l'hypermétrope, cette addition générée est égale à la moitié de la vision de loin. Ça veut dire qu'avec la DRLH, quand on corrige un hypermétrope de plus 3, nous allons générer une addition de plus 1,50. Maintenant, cette profondeur de champ, elle existe avec tous les types d'équipements. Elle existe donc avec la DRLH, mais elle existe également avec la DRLM, donc pour les myopes, et également, bien sûr, aussi pour les astigmates. Maintenant, nous allons, si je ne dis pas de bêtises, en septembre, sortir une nouvelle gamme de nouveaux designs, donc avec les avantages bien sûr de la DRL, avec le deuxième réservoir, mais des designs qui vont vraiment être améliorés, aménagés pour pouvoir corriger les presbytes, qu'ils soient myopes, avec ou sans astigmatisme, hypermétropes, avec ou sans astigmatisme, et quel que soit le besoin en addition. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ce que je viens de vous dire, c'est vraiment là les éléments à garder en tête. L'adaptation en DRL est une adaptation qui est donc une adaptation sur mesure. La première paire est souvent la définitive. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure pour vraiment maximiser nos chances, la qualité de la topographie. Ce traitement, donc ce remodelage cornéen, il permet de retrouver vraiment une liberté. Parce le porteur aura une vision parfaitement nette toute la journée sans compensation. Donc, on va minimiser clairement toutes les plaintes que nous pourrions avoir avec les porteurs qui sont dans des conditions, on va dire, un petit peu embêtantes telles que la poussière, la climatisation ou les personnes qui sont en contact avec, par exemple, l'eau. On va vraiment apporter un confort car on n'aura pas de lentilles sur les yeux, on aura une vision très bonne, on va minimiser le risque d'infection et également aussi le risque finalement de casse ou de perte qu'on pourrait avoir selon certaines activités lorsqu'on porte des lentilles la journée. Les DRL, elles vont permettre de corriger les myopes jusqu'à -7 dioptries, les hypermétropes jusqu'à 4 dioptries et on pourra également corriger les astigmates jusqu'à 4 dioptries. Par contre, attention, en s'assurant quand même que cet astigmatisme est principalement cornéen. Autre élément, il faut savoir que l'adaptation en DRL est une adaptation qui est sécuritaire si tous les protocoles sont rigoureusement respectés. Donc ça fait partie de la sélection du patient, motivation et rigueur. Mais si tous les protocoles sont respectés, on est vraiment sur une adaptation qui est très sécuritaire. On a très peu de risques infectieux, d'une part, et puis, si besoin, le fait d'arrêter le port des lentilles va permettre à la cornée de reprendre sa forme initiale. Et autre élément, et ça c'est vraiment aussi très très important, c'est que l'orthocade de manière générale, mais surtout la DRL, et je vous expliquerai demain pourquoi, est particulièrement recommandée pour le contrôle de la myopie chez les enfants. Je vous remercie pour votre attention. J'ai terminé. Je vais laisser la parole à Clément, éventuellement pour voir si vous avez des questions. Alors, Clément… Merci Diane pour tout ça. Très, très belle présentation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat durant la séance de questions-réponses. On a déjà 2 questions, Diane. L'une d'elles concerne la quantité de larmes. On nous demande de savoir si c'est un paramètre qui est négligeable ou non négligeable en fait dans l'adaptation.
C'est-à-dire la quantité de larmes naturellement présentes chez un porteur. Alors, en l'occurrence, l'orthoca est même recommandé pour les personnes typiquement qui ont les yeux secs, donc qui n'ont pas beaucoup de larmes, parce que le principe, c'est que la lentille, elle va être remplie de larmes artificielles, donc que le porteur ait naturellement peu ou beaucoup de larmes ne changera absolument rien. En plus, au moment de la pose, la lentille étant de très grand diamètre, vu qu'elle recouvre 90-95% de la cornée, on va vraiment recouvrir toute la cornée, donc ça va apporter en plus un confort supplémentaire. Et les larmes artificielles ayant une certaine viscosité vont permettre d'avoir un effet un peu coussinet, lubrifiant. Donc, pour les porteurs qui auraient peu de larmes et qui généralement se plaignent d'avoir même plus souvent l'œil sec avec d'autres lentilles ou de manière générale, on va sans aucun problème pouvoir leur proposer l'orthoca grâce au fait de mettre justement des larmes artificielles dans les lentilles au moment de la pose. J'espère avoir répondu à la question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à préciser. Écoute, je te dirai si j'ai des retours. Voilà, donc juste d'autres questions. Donc, l'un des ophtalmologistes souhaiterait savoir si le pack premier pas est délivré systématiquement lorsque le patient se présente chez l'opticien. Alors, en l'occurrence, normalement, si c'est une première commande pour une première adaptation, oui, mais c'est quelque chose que nous pouvons paramétrer dans le logiciel Click and Fit, justement à partir du moment où les paramètres sont issus d'un premier calcul, de la création d'un dossier sur Click and Fit. Au moment d'imprimer le bon de commande avec les paramètres, le pack orthoca premier pas apparaîtra automatiquement sur ce bon de commande. Très bien. Alors du coup, une autre question, un petit peu plus gênante d'après l'ophtalmologiste. Cet ophtalmologiste trouve que l'aquadrop est un petit peu cher et voudrait savoir si on peut le remplacer par du Vismed ou du Théalose. Alors, il faut, malheureusement, on va dire, je ne connais pas toutes les concentrations, tous les pourcentages d'acide hyaluronique de toutes les larmes artificielles disponibles sur le marché aujourd'hui. Le principe de l'aquadrop, c'est qu'on a vraiment un pourcentage d'acide hyaluronique de 0,4%, donc élevé sans avoir la viscosité trop élevée, parce qu'attention, une viscosité trop importante peut entraîner un traitement fluctuant, donc une vision fluctuante. Donc, il faut pouvoir s'assurer que la viscosité des larmes n'est pas trop importante, qu'on a un taux d'acide hyaluronique quand même suffisant pour permettre un bon traitement. Donc, si on peut utiliser… Pour moi, le Vismed est un petit peu trop visqueux. D'après des retours que j'aurais pu avoir. Le Théalose, par contre, je ne sais pas toi Clément, moi personnellement, je n'ai pas de retour particulier sur ces larmes artificielles. Donc, pourquoi pas à essayer, mais alors attention, on a déjà eu des retours de traitement avec d'autres larmes artificielles. Il est vraiment important de vérifier que si le traitement n'est pas optimal, ça ne vienne pas des larmes artificielles. Et donc, envisager derrière une modification des larmes parce que la viscosité des larmes est vraiment importante et joue un rôle non négligeable dans la réussite de l'adaptation. Donc, c'est vraiment important de vérifier que la viscosité est en adéquation avec l'adaptation. Donc, pourquoi pas, le Vismed pour moi n'est pas à essayer en première intention, mais pourquoi pas le Théalose et voir si le traitement est tout aussi efficace qu'avec l'aquadrop. Alors, juste pour aller un tout petit peu plus loin, le Théalose, c'est un produit qui, pour moi, comporte des conservateurs. Donc, je pense qu'il n'est pas indiqué pour l'orthokératologie. Voilà. Par contre, sinon… Donc, attention, voilà, au niveau des larmes artificielles, pour parler, on va dire plus généralement, 2 critères doivent être respectés. L'absence de conservateurs, très très important justement par rapport à la toxicité cornéenne, parce que comme les lentilles vont être posées juste avant d'aller se coucher, il n'y a pas tout le principe de clignement qui va nous permettre justement d'évacuer tous ces conservateurs. Donc, les larmes artificielles utilisées ne doivent pas avoir de conservateurs et il faut un pourcentage bien sûr d'acide hyaluronique, mais sans avoir une trop grande viscosité. Donc, à partir du moment où ces critères sont respectés, les larmes artificielles doivent pouvoir convenir dans le cadre de l'adaptation, même si ce ne sont pas des larmes d'aquadrop. Mais l'aquadrop reste
les lentilles les plus appropriées pour l'orthoca. Exactement. Alors, une autre question. Pourquoi le fait de porter la DRL les yeux ouverts pose problème? Est-ce qu'il y a des problèmes de tolérance ou de vision? Alors, tolérance, pas du tout. D'ailleurs, ça a été prouvé, même par exemple pour des porteurs qui auraient essayé d'être adaptés en anti-rigide classique, donc en port diurne. Le confort en orthoca est bien meilleur. Déjà parce que le diamètre est beaucoup plus grand. La lentille ne bouge pas beaucoup et il y a la présence du deuxième réservoir de larmes. Et ce deuxième réservoir de larmes apporte vraiment un confort physique. Donc, ce n'est pas du tout un problème de confort. Le principe des lentilles d'orthoca, c'est qu'elles ne doivent pas être portées les yeux ouverts parce que en portant les yeux ouverts, il se passe deux choses. La première, c'est qu'on va cligner. Donc encore, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, quelques minutes, ça ne pose absolument aucun problème. Par contre, si ça se transforme en, par exemple, au-delà de 1 heure, le fait de cligner, eh bien, la lentille, donc, elle va bouger un petit peu. Le film de larme sous la lentille va devenir de plus en plus mince. Et au centre, nous n'avons que 8 à 10 microns de larmes. C'est peu, c'est assez fin. Donc, s'il y a trop de clignement et si le film de larme au centre, surtout donc chez le myope, hein, bien sûr, devient trop fin, on a un risque que la lentille touche la cornée et donc d'induire des plictées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le risque de porter les lentilles trop longtemps les yeux ouverts, c'est d'avoir un décentrement du traitement. Donc, selon le tonus palpébral, hein, la paupière, elle va venir tirer la lentille vers le haut. Et selon si le tonus est plus ou moins important, eh bien, on peut avoir à force un léger décentrement supérieur du traitement. Et si on a un décentrement, en soi, ça ne présente pas de risque au niveau de la cornée. Par contre, du coup, la pupille ne sera plus du tout dans la zone de traitement, donc bien lisse, bien régulière. Elle sera à cheval entre la zone de traitement et le fameux anneau rouge. Et si la pupille est sur l'anneau rouge, eh bien, il y aura des aberrations et le porteur se plaindra de halo, voire même on pourra trouver un astigmatisme résiduel qui n'a pas lieu d'être. Donc, c'est surtout au niveau visuel, mais au retrait de la lentille. Parce que, comme je vous disais, l'acuité visuelle avec les lentilles doit être optimale. J'espère avoir répondu à la question. A priori, oui. Et donc, du coup, une autre personne nous demande si on pourra revoir la vidéo de ta présentation. Alors oui, c'est tout à fait possible. La présentation, en fait, va être disponible sur notre chaîne YouTube. Présilence. Je crois même que vous allez recevoir un mail vous indiquant le lien. En fait, la présentation a été enregistrée, donc vous aurez tout le loisir de l'écouter 1 ou 10 fois si vous le souhaitez. Très bien. Écoute, pour le moment, on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y en a d'autres? Donc, de toute façon, on vous retrouve sans doute tous demain à la même heure pour Voilà. parler du contrôle de l'évolution myopique. Et donc demain, contrôle de l'évolution de la myopie et jeudi, orthoca, mais cette fois-ci niveau 2. Donc pour aller un petit peu plus loin, en détaillant beaucoup plus l'optimisation avec les cas qui ne conviennent pas, comment nous allons pouvoir faire et surtout la présentation de cas concrets d'adaptation. Donc si vous avez même d'autres questions d'ici demain sur la présentation d'aujourd'hui, on y répondra bien sûr avec grand plaisir. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous allons nous quitter là. Je vous remercie tous pour votre écoute. C'est vrai que c'est un petit peu inédit au vu de la situation. On n'a pas ce côté interaction que nous aimons tant et que nous avons habituellement, mais j'espère vous avoir en tout cas, donner envie pour ceux qui ne connaissent pas encore la DRL de l'adapter. Et puis, sachez que Clément, qui fait partie du service technique, tout comme moi et tous nos autres collaborateurs, sont à votre disposition pour vous aider, vous accompagner dans les adaptations et répondre à toutes les questions. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Prenez bien soin de vous et j'espère à demain. Merci à vous. Au revoir.